Aujourd'hui, je vais parler de Mad Max Fury Road, que j'avais envie de voir parce que la bande-annonce était franchement pas mal et elle annonçait quelque chose d'assez dingue. Je voulais pas faire la vidéo à la base parce que je me sentais pas légitime pour parler du film, sachant que je n'ai pas vu la trilogie originale Mad Max. Et en fait, quand j'étais dans la salle, à la fin du film, il y avait trois plus jeunes que moi à côté de moi et qui ont terminé en disant "Oh, c'était nul là, c'était nul là." Apparemment, ils n'avaient rien compris au film, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, on va commencer comme d'hab par une fiche technique, un tableau bien pas bien, anecdote, conclusion et spoiler. Mad Max Fury Road est un film d'action post-apocalyptique réalisé par George Miller, qui a écrit et réalisé la trilogie Mad Max, Babe 2, Happy Feet 1 et 2, et il a écrit le premier Babe. C'est écrit par George Miller, Brendan McCarthy et Nick Latouris. C'est produit par Kennedy Miller Productions, la musique est signée Junkie XL et les costumes sont de Jenny Bevan, qui a réalisé les costumes des deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Côté casting, on retrouve Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Kisburn, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz et Nathan Jones, qui fait plus de 2 mètres pour 160 kg. Côté doublage, Jeremy Covillo double Tom Hardy. Il l'avait déjà doublé dans The Dark Knight Rises et a aussi doublé Smaug et le Nécromancien dans la trilogie Le Hobbit. Barbara Kelch double Charlize Theron, c'est la voix de Pepper Potts dans Iron Man, et elle double aussi souvent Mila Jovovich. Et enfin, Emmanuel Garijo double Nicolas Hoult, c'est lui qui doublait Hayden Christensen dans la trilogie Star Wars. Le film est sorti en France et en Australie le 14 mai 2015 et aux USA le 15 mai 2015. Il est tout public avec avertissement en France, comme l'avait été par exemple le premier Kick-Ass, mais est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. Le film dure environ 2 heures pour un budget de 100 millions de dollars. On passe maintenant au bien pas bien. Pour le bien pas bien, le premier bon point, c'est Charlize Theron. Elle est vraiment géniale dans le film. Son personnage de femme forte fonctionne très bien et c'est difficile de faire ça au cinéma. Et elle a un charisme de fou dans ce film. Pour ceux qui aiment bien Charlize Theron, je conseille vraiment le film Young Adult. Deuxième bon point, la folie générale est assumée. Elle est clairement assumée et on n'a pas besoin de faire des petites blagues à 2 balles pour faire accepter la folie du film au spectateur. On n'a pas besoin d'humour pour faire passer la folie du film. Ça, c'est vachement bien. Comme pour la violence, on n'a pas besoin de faire des petites blagues pour atténuer la violence dans le film, comme ils avaient fait dans Avengers 2 par exemple. Troisième bon point, la réalisation et sans fioriture, c'est-à-dire que quand la caméra bouge, c'est parce qu'elle essaye de suivre l'action réelle qui se passe à l'écran, et pas, elle bouge pas dans tous les sens pour faire croire qu'il se passe un truc alors qu'il se passe rien. Et ça, c'est vachement bien. Quatrième bon point, les scènes d'action, c'est-à-dire à peu près tout le film, font beaucoup penser à des scènes de bataille navale, avec des galions qui se tireraient dessus, avec des pirates qui sauteraient à l'abordage sur les autres bateaux, les personnages n'arrêtent pas de changer de voiture, de changer de camion, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Cinquième bon point, c'est un tout petit truc, la coupe de cheveux de Tom Hardy. Un jour, ce sera à la mode, vous verrez. Et sixième bon point, c'est vraiment le message du film. J'en parlerai dans les spoilers. On passe maintenant au pas bien, il n'y a pas grand chose. Premièrement, le film peut paraître très répétitif parce que quasiment tout le film, c'est quasiment que des scènes d'action. Et les scènes d'action se passent dans un seul et même décor, c'est-à-dire le désert. Et du coup, comme il y a une unité de lieu, ça peut paraître répétitif. Deuxième mauvais point, c'est que le message du film est très bien. Le problème, c'est qu'à mon avis, il est pas assez évident et il est trop symbolique, ce qui fait que si on n'est pas déjà initié au message du film, on peut ne carrément pas le comprendre. Je pense que les 3 jeunes qui étaient à côté de moi n'ont rien compris au film et n'ont pas saisi le message du film. Et troisième et dernier mauvais point, le scénario est très simple. Donc on peut le trouver simpliste, quasiment tout le film c'est de l'action. Autrement dit, le scénario prend pas beaucoup de place et tout est dans la symbolique, on n'explique absolument rien. Tout est dans la symbolique, donc si on saisit pas la symbolique, on risque de passer à côté du film. Enfin, on aura les scènes d'action, mais on passera à côté du message, quoi. Pour l'anecdote, le méchant du film, joué par Hugh Kisburn, est aussi le méchant dans le premier film, dans le premier Mad Max. C'est le même acteur qui joue, mais c'est 2 méchants différents. Donc après je peux pas en dire plus parce que j'ai pas vu la trilogie Mad Max. Mais bon voilà, c'est le même acteur, autrement dit, c'est le même acteur qui revient dans le premier film et là dans le 4e pour jouer 2 rôles différents. A plus. En conclusion, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé J'ai passé une bonne partie du film à me dire que ça tourne en rond, jusqu'à ce qu'arrive le message que j'évoquerai dans les spoilers.
Donc je suis sorti en trouvant que le film était très simple, et puis plus le temps passait, et plus ça commençait à germer, et plus je trouvais qu'en fait il était bien. Le fait est que quand on va voir un film, on s'attend à trouver une histoire, etc. Et là l'histoire est très 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 simple, autrement dit, on se dit toujours bon, c'est quand que ça avance, 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 et finalement le film est terminé, on dit bon ben ça va pas avancer quoi. Et du coup on a eu l'impression de s'ennuyer un petit peu. Maintenant que je sais ça, et que je me repasse le film dans ma tête, en fait il y a plein de trucs qui sont bien dans le film. Maintenant il faut que je le revoie, donc moi je retournerai le voir, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, sauf si vous n'aimez pas les scènes d'action, dans ce cas là n'allez pas le voir. Si l'action c'est pas votre truc, allez pas le voir, ça sert à rien parce que c'est quasiment une seule et même scène d'action, le film. Sinon je le conseille vraiment, moi je vais aller y retourner ce week-end. Il faut savoir qu'on va aller voir un film où il va y avoir quasiment que de l'action. Il faut y aller en sachant que l'histoire ne prend vraiment pas beaucoup de place et n'est pas vraiment importante dans le film. Voilà, ce qui compte c'est les scènes d'action et la symbolique. Moi je dirais plutôt la symbolique, mais comme il y a plus de scènes d'action, je vais dire scènes d'action et symbolique. Donc voilà, allez le voir sauf si vous n'aimez pas l'action, et moi j'y retourne ce week-end. A plus. Pour les spoilers, le premier truc que je vais dire que j'ai aimé, c'est un tout petit truc. Je trouve que Mel Gibson a un charisme de dingue, et je trouve que Tom Hardy n'a pas de charisme. Ou en tout cas, j'ai jamais vu son charisme exploité. On sent un potentiel, mais pour l'instant, j'ai jamais vu un film où il est charismatique. Donc du coup, on a un petit peu Tom Hardy qui joue le rôle de Mel Gibson qui faisait Mad Max, et ça, je trouvais ça un peu naze. Je trouvais que ça faisait Mad Max discount. On le voit au rabais avec un acteur bien moins charismatique que le premier acteur. Et il y a un truc qui est vachement bien amené, que j'ai trouvé très bien, qui donnait une légitimité à Tom Hardy. C'est le moment où Nicolas Hoult a pris le manteau iconique de Mad Max pour se le mettre à lui, et Nicolas Hoult est dans les pommes machin, et il y a Tom Hardy qui arrive, qui prend le manteau, et énervé il dit ça c'est mon manteau ça, puis il le met, puis voilà. Et je trouvais que ce truc là, le fait qu'ils disent ça c'est mon manteau, c'est comme s'ils disaient ça c'est mon rôle à moi, et puis voilà, je suis Mad Max. Donc je saurais pas l'expliquer, mais je trouvais que ça donnait vraiment une légitimité à Tom Hardy en tant qu'acteur pour jouer Mad Max, et que ça veut dire en gros, c'est mon rôle, c'est pas, je suis pas en train de faire de l'imitation de Mel Gibson, ou voilà quoi. Ça je trouvais ça bien. Deuxième petit truc aussi, George Miller est végétarien, et je sais pas s'il serait pas végétalien maintenant, parce que là il illustre vraiment ce qu'est l'industrie laitière en remplaçant les vaches par des femmes. Donc on voit le plan avec toutes les femmes qui sont toutes les grosses femmes qui sont alignées avec des treilleuses, et puis on leur tire le lait, comme ça. Moi, je serais même allé plus loin à sa place en montrant des fermes à bébés. Parce que pour que la vache fasse du lait, il faut un veau, et du coup on y enlève le veau, et ensuite on se retrouve avec soit des hangars avec les veaux qui sont tous ensemble attachés à une barre, ou alors dans des box à veaux où ils sont dans un tout petit truc. Enfin c'est immonde comme truc. Donc si vous voulez ça aurait été pas mal de montrer des fermes à bébés quoi. Avec que des bébés où ça hurle, pas les fermes à veaux, ça hurle à mort. C'est absolument abominable. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça bien, mais il serait allé un tout petit peu plus loin, ça aurait été bien pour que les gens cogitent le truc quoi. Ensuite au niveau de la symbolique, au début je trouvais que ce monde post-apocalyptique, je trouvais qu'il était un peu bâclé. On balance des noms comme ça, on essaie de nous expliquer comment ça marche, mais en fait on ne nous explique rien, du coup on est un peu paumé, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'en gros il y avait trois villes qui s'échangent des trucs entre eux. Dans chaque ville en gros il y a les pauvres, et puis il y a la caste dominante. La caste dominante a des meurtres qui frôlent le sol, tellement qu'ils n'ont pas de morale. Le mec, il a un harem, il a plein de femmes, etc., qu'il appelle ses pondeuses, etc. Enfin, au niveau moral, c'est pas terrible. Et ces trois trucs qui mènent le monde, là, il y a une ville qui produit de la nourriture, une ville qui produit des munitions, et une ville qui produit du pétrole. C'est-à-dire 3 des 4 lobbies américains qui tiennent en gros l'économie et la politique aux États-Unis. C'est-à-dire,
complexe militaro-industriel, lobby pétrolier, agroalimentaire, et le dernier c'est pharmaceutique. Là il n'y a pas pharmaceutique, bon voilà. Et j'avais entendu, je sais plus qui c'est qui dit ça, qu'aux États-Unis, si ton parti politique tu fricotais pas avec le complexe militaro-industriel et puis avec les autres aussi, tu pouvais pas être élu, c'était impossible. C'est marrant que chaque ville représente une force économique, un lobby économique, qui influence la politique, et ça j'ai trouvé ça vachement bien. Et donc tout le film est une fuite, de fuir ce système. Il y a Charlize Theron qui a pris les pondeuses avec elle alors qu'elle devait partir en mission, et puis en fait elle change de route, et puis du coup elle a les pondeuses avec elle, et en fait elle veut les arracher des mains d'Immortan Joe, le méchant. Donc elle veut fuir ce système en allant vers quelque chose qu'elle croit exister. Le fait est que ça n'existe pas, et que du coup la seule solution pour améliorer le monde, c'est pas de le fuir avec l'idée que peut-être ça pourrait être mieux ailleurs, mais c'est de revenir de là où tu viens et changer les choses qui ont à être changées. Pour détourner un avion, il faut commencer par monter un avion. Ça disait Beck BD dans L'égoïste romantique. Là c'est ça. C'est si tu veux changer le monde, il faut pas le fuir le monde, il faut rester dedans et essayer de le modifier de l'intérieur. Donc elle fait demi-tour, elle revient, et là il bute tous les chefs de ces 3 villes, autrement dit, elle abat les 3 lobbies en gros, et puis elle revient et elle redistribue les richesses en ouvrant l'eau pour que tous les pauvres aient de l'eau. Et la dernière fois du film où on voit Furiosa, elle est sur une plateforme pour monter là où étaient les dirigeants, les chefs, Immortan Joe et tout. Et on comprend qu'elle va accéder au pouvoir et donc elle va changer les choses. Elle a essayé de fuir c'est pas la solution. Elle revient et en gros elle fait la révolution. Donc ça j'ai trouvé ça vachement bien. Et il y a un dernier truc aussi, c'est sur le sacrifice. Le personnage de Nicolas Hoult, son rêve c'est de mourir pour Immortan Joe et d'aller au Valhalla. Je crois pas que le mot soit Valhalla, je crois que c'est Valalar ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas exactement le même mot que dans la mythologie scandinave. Donc à la base lui il est ambitieux, il vit complètement dans le système. Quand on lui dit d'aller sacrifier, il y va à fond en disant ouais c'est le plus beau jour de ma vie, il est vachement content parce qu'il a été élevé là-dedans et qu'il voit toute sa vie, donc il est totalement fanatique, il vit pour ça, il réfléchit absolument pas, et puis au bout d'un moment quand il voit qu'il a déçu Immortan Joe, là il est triste, et il y a une des pondeuses qui vient et alors qu'il est vulnérable, alors qu'elle aurait pu le tuer, parce que ça fait la moitié du film que lui les poursuit pour les ramener à Immortan Joe, à la place de lui trancher la gorge, ou de le pousser du camion, ou de faire n'importe quoi comme ça, et ben elle le réconforte. J'en parlais dans ma critique sur la liste de Schindler. Elle a toutes les raisons du monde de le tuer, elle a toutes les raisons du monde de le dégager ou quoi. Qu'est-ce qu'elle fait à la place? Elle le réconforte, elle le rassure, etc. Et qu'est-ce qui arrive? Eh ben il devient meilleur. C'est-à-dire qu'il commence à l'aimer, il a envie de rester avec la fille, il aime bien Mad Max, donc ils commencent à se ranger de leur côté, etc. Donc jusque là on pourrait penser que c'est une critique du sacrifice, etc. Que dire se sacrifier c'est pas bien, c'est débile, machin. Le fait est qu'à la fin du film, du coup, il se sacrifie pour sauver ses amis. Et là, on n'est plus dans un sacrifice ambitieux, comme avant, on est dans un sacrifice passionné. On le fait parce qu'on aime les autres plus que soi-même. Et ce qui est super beau, c'est qu'il dit à la fille, vas-y, je te rejoins, parce qu'il conduit le camion et tout le monde doit sortir du camion pour semer les autres. Et il lui dit, vas-y, je te rejoins, t'inquiète pas. Et quelque part, il sait que s'il va pas avoir le temps de sortir. Et au dernier moment, il se regarde avec la fille qui est déjà sur l'autre voiture. Et il met un coup de volant pour tuer tous les mecs derrière. Et voilà. Il n'y a pas de le sacrifice c'est bien ou le sacrifice c'est pas bien. Tout dépend de pourquoi on se sacrifie. Le sacrifice ambitieux, c'est comme au début, c'est-à-dire je me sacrifie parce qu'on m'a appris que c'était bien et machin, et comme ça j'irai au paradis, c'est une sottise sans nom. Par contre, le sacrifice passionné, c'est peut-être une des plus belles preuves d'amour ou d'affection ou quoi que ce soit qui existe, tout simplement. Parce que ça prouve qu'on aime une autre personne plus qu'on s'aime soi, et on sort de notre égocentrisme qui est inhérent à chacun, c'est-à-dire que chacun, on est tous le centre de notre propre univers. Pour nous, à notre petit niveau, tout tourne autour de nous, c'est normal, puisqu'on n'a que nos perceptions à nous. Et quand on commence à voir plus large au niveau émotionnel et qu'on fait passer la vie des autres avant la sienne, je trouve ça absolument super beau. Pour résumer, on va virer le sacrifice. L'ambition, c'est-à-dire on poursuit un but sans en apprécier le chemin, en espérant qu'on sera heureux au moment où on atteindra le but, c'est débile. Par contre, la passion, c'est-à-dire on fait les choses parce qu'on a envie de les faire sans penser au but, ça c'est vachement bien, parce que c'est comme ça qu'on trouve le bonheur. L'ambition, au mieux, ça peut apporter de la satisfaction une fois qu'on atteint le but. Au pire, ça apporte que du malheur, c'est-à-dire on n'est même pas heureux quand on fait les choses pour atteindre un but, et quand on atteint le but, finalement on n'est pas heureux, donc nul.
Par contre, passion, on fait les choses par passion, on vit les choses au moment présent, et puis advienne que pourra. Donc voilà. Donc pour résumer, ce que j'ai aimé, c'est la symbolique des lobbies américains et aussi français. Enfin, en fait, c'est partout, vu que maintenant on est dans une société mondialiste. Du coup, les lobbies, c'est à peu près les mêmes partout. L'appropriation du rôle par Mad Max avec l'histoire du blouson. J'ai aimé la mise en image de la société décadente, les mœurs décadentes avec les... comment ça s'appelle? Où on met les Mad Max en cage, qui sont clairement, je sais pas si vous avez déjà vu, les stèles pour truies. Là où on enferme les truies pour qu'elles pondent des porcelets. Et voilà, elles ne peuvent absolument pas bouger, c'est tout petit, c'est la même taille de cage dans lesquelles Mad Max est pendu par les pieds là. D'ailleurs sur le dos on y écrit son groupe sanguin, etc. et machin, parce qu'au final, Mad Max n'est plus considéré comme un individu, il est considéré comme une fonction. Comme les cochons sont considérés comme du saucisson, de la saucisse et machin, Mad Max là il est considéré comme un mec qui contient du sang au plus, donneur universel machin, donc on peut lui prendre son sang machin là, comme fait Nicolas Hoult. Donc voilà, donc ça j'ai aimé. J'ai aimé la mise en image de l'industrie laitière où on remplace les vaches par des femmes. Je dis pas qu'en réalité il faudrait remplacer les vaches par des femmes. Ce que je dis c'est qu'il faudrait arrêter avec les vaches. Voilà. Ensuite le fait qu'il ne faut pas fuir un système parce que le système vous rattrapera toujours. Ce qu'il faut c'est intégrer le système et le changer en mieux. Et enfin la notion de sacrifice sur l'opposition entre l'ambition et la passion que j'ai trouvé vachement intéressant. Donc au final on se retrouve avec un film où il n'y a quasiment que de l'action et malgré tout qui contient des messages très forts. Et je pense que les 3 jeunes qui étaient à côté de moi, enfin jeunes, je dis jeunes, ils devaient avoir 14-15 ans. Donc, je veux dire plus jeunes que moi quoi. Ces mecs-là, à mon avis, n'ont absolument rien vu des messages que contenait le film. Et je suis persuadé que George Miller, ces messages-là, il les a voulus. Donc voilà, donc on se retrouve avec un film bourré d'action avec des messages forts qui fonctionnent à coups de symbolique. Donc voilà, à plus. Et un dernier truc aussi, j'ai adoré la première scène où Mad Max est attaché, bâillonné, etc. et qui veut s'enfuir. Il veut s'enfuir, il court à travers les couloirs et tout, il ouvre une porte ou 2 portes, je sais plus, et là il se retrouve avec le vide devant lui et un crochet qui pend. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il s'accroche avec ses liens là sur le crochet. Et comment ça s'appelle? Et à ce moment-là du film, on connaît rien de l'univers. Et on se dit, mais tu vas aller où en t'accrochant à ce crochet? Et on comprend que ce qu'il y a derrière, c'est tellement horrible que mieux vaut aller s'accrocher à un crochet, même si on ne sait pas comment on va s'en sortir après, plutôt que prendre le risque de faire demi-tour pour se faire choper. Et ça, je trouvais que ça caractérisait vraiment l'immondice de ce monde, complètement horrible, dans lequel on n'a vraiment pas envie de vivre. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc voilà, là vraiment à plus.